vous êtes un fidèle des travaux de Xerfi, alors vous avez forcément entendu parler de l'économie, ce système socio-technique qui émerge et transforme l'économie sous l'impulsion du numérique. Mais plus qu'une impulsion, il s'agit en fait d'un véritable choc numérique, pour reprendre le titre de l'ouvrage signé de Jean-Pierre Cornioux et de toute l'équipe de SIA Partners, paru aux éditions Nuvis. Un choc dont nous ne serions qu'au début. Bonjour Jean-Pierre Cornioux. Bonjour. Alors vous êtes directeur général adjoint de SIA Partners, professeur associé à Paris-Dauphine. Vous insistez en quatrième de couve, le monde numérique ne supprime pas le monde antérieur, il s'y ajoute. Le web n'est pas le monde du ou, mais du et. Mais vous parlez de choc, un terme qui a quand même une connotation violente. Faut-il avoir peur de ce choc numérique ? Il ne faut pas avoir peur du choc numérique, il faut être lucide. Il faut comprendre qu'il se passe quelque chose de très profond, qui remet en cause la plupart des concepts, des idées et des structures que nous avons élaborées au cours des 250 dernières années, au cours de la révolution industrielle. On est effectivement en train d'entrer, assez rapidement, et depuis une quinzaine d'années, dans un monde très nouveau, dont la matière première structurante ne va plus être le carbone, comme ce fut le cas pour la révolution industrielle, mais la matière grise. Et ce changement nous amène à reconsidérer l'ensemble des structures qui ont servi la technique de l'extraction, à la fois pour la houille, puis ensuite le pétrole, la civilisation de l'automobile, la mobilité telle qu'on a pu la connaître jusqu'à maintenant, pour entrer dans une ère où ce qui va faire la création de valeur est la rencontre entre les talents, les compétences de l'ensemble des acteurs de la population mondiale. Le cerveau, la matière grise donc. Nous rentrons dans le monde du cerveau d'œuvre, et ce cerveau d'œuvre est connecté. Chacun d'entre nous dispose de 100 milliards de neurones, il y a un peu plus de 7 milliards de terriens. Vous voyez à quel point nous avons une fantastique capacité de nous régénérer, de nous réinventer, de renouveler l'expérience humaine. Est-ce que le danger de ce choc, il ne concerne pas, on va dire, le danger économique, les vieux business, toutes ces sociétés qui ne parviendront pas à s'adapter à ces progrès technologiques? Je pense notamment à Arnaud Montebourg qui a appelé à ralentir l'innovation, qui a suggéré de ralentir l'innovation face aux progrès technologiques pour protéger justement ces vieux business. Il y a toujours eu dans l'histoire de l'humanité deux attitudes vis-à-vis du progrès, quel qu'il soit. Que ce soit le livre avec l'imprimerie, que ce soit les moyens de transport. On avait le sentiment qu'un monde ancien allait disparaître et qu'il fallait le protéger à tout prix. Et que le monde nouveau était forcément dangereux, turbulent, perturbateur. Arnaud Montebourg, comme ses prédécesseurs, imagine pouvoir ralentir le progrès numérique. C'est une fantaisie. Et d'ailleurs, il n'y croit pas lui-même. Parce qu'en définitive, on sait bien que ce monde nous apporte des réponses très nouvelles à toute une série de problèmes que les systèmes anciens n'ont pas été capables de résoudre quand ils ne les ont pas aggravés. Regardez ce que nous avons vécu au cours des dernières semaines dans Paris, une pollution atmosphérique considérable. Tout le monde en connaît la cause, personne n'a cherché à trouver les solutions au bon moment. On peut comprendre les craintes, par exemple, en termes d'emploi. On voit que la robotisation se met en marche, avance, progresse dans les entreprises, au détriment parfois de l'emploi. Ce sont des interrogations légitimes. Et il ne faut pas confondre emploi et activité humaine. L'emploi, c'est un élément de statut social qui est une reconnaissance des individus qui participent à un collectif de travail, qui sont dans un environnement, qui pour ça reçoivent une rémunération et sont engagés dans un projet de société. Et c'est tout à fait essentiel que tous les humains y trouvent leur dignité, la sociabilité qui sont associées à l'emploi. Mais en fait, est-ce qu'on a besoin d'un emploi pour créer de la richesse collective? Heureusement que non. L'essentiel de la richesse qui a été créée depuis le début de la révolution industrielle vient de la mécanisation. On s'est doté d'abord d'une prothèse musculaire pour faire beaucoup plus, beaucoup mieux ce qu'on faisait auparavant. Est-ce que quelqu'un pleure sur le fait que, pour faire les foins, pour prendre un exemple dans l'activité primaire, aujourd'hui on fait ça avec un tracteur, alors qu'il y a encore 50 ans, il fallait une trentaine de personnes. Personne ne s'en plaint, parce que tout le monde reconnaît que c'est plus efficace, que c'est plus agréable, et que les gens qui faisaient ce boulot-là vont faire autre chose. On a toujours connu ce phénomène.
Il y a un processus qu'a bien décrit Joseph Schumpeter de transformation de l'économie ancienne et de la régénération d'une nouvelle économie à partir du progrès technique. Créatrice. Voilà. C'est la destruction créatrice. Il se trouve que cette destruction créatrice est brutale. Elle est violente et que personne n'en avait vu l'ampleur. Aucun gouvernant n'avait compris que le numérique allait faire vaciller aussi rapidement les bases de notre économie comme on le vit aujourd'hui. Alors évidemment, on n'est pas préparé et on a un peu un sentiment d'angoisse, de panique, parce qu'il va falloir transformer des compétences, des processus, des activités du monde ancien pour les amener dans le monde de demain. Mais évidemment, il faut faire vite si on ne veut pas dégrader le tissu social et créer des déchirures qui soient politiquement et socialement inacceptables. Alors justement, vous appelez à faire vite. Est-ce qu'on a du retard en France? Est-ce qu'on a pris du retard parce que justement il y aurait des freins psychologiques, par exemple ceux que j'évoquais un petit peu plus tôt? Vous savez, la France est considérée à peu près dans tous les classements internationaux comme autour du 25e pays mondial pour son appétit à aller vers l'économie numérique. Ça ne veut pas dire qu'on a pris du retard sur tout. On a de bonnes infrastructures, on a des entreprises très dynamiques dans le monde du numérique, on a beaucoup d'entrepreneurs. On a aussi des gens talentueux qui n'exercent pas leurs compétences en France, mais notamment en Californie, il y a près de 100 000 Français dans la Silicon Valley aujourd'hui. Donc, des savoir-faire, de l'ingéniosité. Il y a du savoir-faire, absolument. Et même en France, il y a énormément d'entreprises qui ont su surfer sur la vague du numérique pour amener des réflexions et des produits de très bon niveau. Donc, on n'est pas en retard dans notre compétence, on est en retard dans la reconnaissance de l'ampleur du phénomène numérique, et notamment au niveau politique et gouvernemental. Alors justement, au niveau politique et gouvernemental, qu'est-ce que ce choc numérique va changer dans la démocratie, dans l'aménagement du territoire? Il y a quelque chose d'essentiel dans le monde de l'Internet, c'est la recherche de l'authenticité. On est passé d'un modèle où on pouvait croire ce que racontaient les médias, les hommes politiques ou la publicité. Et tout ça, c'est terminé. On n'avait pas de contre-poison, si je peux dire, cognitif. Aujourd'hui, tout ça est terminé parce que tout le temps, à tout moment, on peut trouver quelqu'un qui vous apporte une information gratuite, neutre, objective. C'est le monde formidable du peer-to-peer. Aujourd'hui, avant d'aller acheter un appareil photo, vous allez regarder sur les sites ce qu'en pensent vos copains. Vous allez sur Facebook en disant tiens, qu'est-ce que tu penses de tel modèle? Instantanément, vous allez créer votre propre espace cognitif qui va être documenté avec la capacité à aller croiser des informations, les remettre en cause, en disant à votre copain tiens, tu m'as dit ça, mais moi je pense que tel produit c'est mieux. Et tout ceci va permettre d'élaborer une pensée critique féconde. Évidemment, ça s'applique à la politique. Ce qu'on nous raconte aujourd'hui n'est qu'une vision très édulcorée, très partielle de la complexité systémique des modèles économiques et politiques. Et nous, citoyens, on a envie de comprendre, et donc on comprend, on se parle. Ça veut dire que le citoyen prend plus de pouvoir, prend plus de poids dans Absolument. La démocratie? Et ce n'est là vraiment qu'un début, parce que la classe politique résiste profondément. Il y a 520 000 élus en France. 520 000 élus qui, depuis des décennies, vivent sur un patrimoine cognitif qui est de dire, vous comprenez, la politique, c'est trop compliqué pour le peuple. Moi, donnez-moi un mandat pour 5 ans et je vais m'en accommoder en votre nom. Aujourd'hui, les citoyens disent, mais non, on veut comprendre, on veut décider, que ce soit pour les petites choses de son environnement immédiat ou pour des grandes décisions collectives. Il y a une participation citoyenne qui est en train de s'organiser à travers le web, mais aussi à travers énormément de sites qui font des questionnaires, des sondages, des interrogations. Les think tanks sont très branchés sur le web. Donc il y a une vraie pensée collective qui s'élabore en dehors des structures classiques, les partis politiques ou les syndicats. Une pensée collective, c'est également la manière dont a été rédigé votre livre avec tous vos collaborateurs de SIA Partners. Pas tous, mais une fraction de consultants qui ont trouvé que le projet était séduisant. Ils ont eu envie de se jeter dans le bain de l'écriture, de chercher de la documentation, de lire toutes les sources, d'avoir un regard critique, justement de pratiquer cette construction cognitive, cette recherche individuelle,
que l'on fait beaucoup mieux en groupe, parce qu'on peut s'échanger, un peu comme les bonnes adresses, les bons sites web, va voir à tel endroit, travaille sur tel ou tel sujet, et c'est ce que nous avons fait. On a construit la rédaction physique de manière du collaborative. document dans un environnement numérique collaboratif. On a aussi eu beaucoup de séances de travail, parce que le numérique ne tue pas l'envie de travailler, d'échanger les idées, de se parler et de partager un verre de vin blanc pour échanger des idées. Donc on est bien dans cette co-construction très riche, très féconde, où chacun apporte sa brique à l'ensemble, mais ne va pas aller signer chacune de ces briques. Le travail est collectif, c'est une œuvre collective. Chacun d'entre nous y a apporté une partie de sa culture et de ses désirs. Voilà, et cette œuvre collective, c'est Le Choc numérique, paru aux éditions Nuvis. Jean-Pierre Cornu, merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci.